C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Aurore Bergé, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Aurore Bergé. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler des sujets sociétaux, mais d'abord un mot de la politique. Éric Zemmour bouscule la campagne présidentielle en se classant désormais face à Emmanuel Macron au second tour, selon certains sondages bien sûr, devançant ainsi Marine Le Pen et n'importe quel candidat de la droite. C'est une menace, Éric Zemmour, que vous prenez en considération ou pas? Déjà, il faudrait qu'il soit candidat. Quand on veut faire de la politique, on se déclare. Aujourd'hui, Éric Zemmour n'est pas un candidat déclaré, il est un candidat putatif. On pourrait tester dans ces cas-là beaucoup d'autres potentiels candidats putatifs. Tous ceux qui vendent des livres, par exemple, pourraient demain être des candidats à l'élection présidentielle. Tous celles et ceux qui sont des polémistes pourraient demain être des candidats à l'élection présidentielle. Ils ne sont pas tous testés dans les sondages. Donc, si son intention réelle est d'être candidat à la présidentielle... Vous en doutez une seconde? Mais en fait, tant qu'il ne se déclare pas, il jouit de ce statut assez formidable qui est d'être invité absolument partout, sans dire qu'il est candidat et sans dire surtout quel est le projet politique qu'il veut porter. Moi, je l'entends jamais parler du quotidien des Français. Je ne sais pas quel est son projet sur les questions de handicap. Je ne sais pas quel est son projet sur la lutte, par exemple, contre les insécurités de manière globale. Je ne sais pas quel est son projet sur la fiscalité. Est-ce qu'il fera comme nous, c'est-à-dire qu'il baissera la fiscalité pour les Français? Est-ce qu'il voudra l'alourdir? En fait, je ne sais rien de son projet politique. Je sais ce qu'il écrit dans ses livres et je sais les outrances qui sont les siennes. Et c'est par ces outrances, aujourd'hui, qu'on est en train de rythmer la campagne présidentielle. Sur la dissimulation de son objectif final, peut-être qu'aussi, finalement, le président de la République fait la même chose. On ne sait pas s'il est candidat, on ne sait pas s'il s'exprime à titre de président ou à titre de futur candidat. On peut aussi faire la comparaison. La comparaison, elle est quand même difficile à faire entre quelqu'un qui a été élu par les Français en 2017 et qui, quoi qu'il arrive, restera président de la République jusqu'en avril 2022. Moi, je souhaite évidemment qu'il puisse être non seulement candidat, mais réélu. Et c'est lui qui se déclarera au moment où il l'estime nécessaire, versus quelqu'un qui laisse planer en permanence ses ambiguïtés, qui de fait fait des meetings, sans oser assumer. Mais qu'ils le disent. Quand on veut faire de la politique, on se cache pas. Quoi? L'idée, c'est d'avancer un contre-projet. Mais oui, mais quel contre-projet? De votre part. Mais moi, j'ai pas opposé un contre-projet à quelqu'un qui n'est même pas encore déclaré. Moi, ce que je pense profondément, c'est qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui a peur. Il a peur de se déclarer. Et quand on veut être président de la République, on peut pas avoir peur. On peut pas avoir peur de ce qu'est notre pays. On peut pas avoir peur que des femmes accèdent à des responsabilités. On peut pas avoir peur qu'on lutte contre l'homophobie à l'école. On ne peut pas avoir peur qu'on accueille quelques milliers de femmes afghanes qui, sans ça, seraient probablement aujourd'hui soit recluses et en burqa, soit peut-être même assassinées. Donc moi, je pense juste qu'on ne peut pas être président de la République en ayant la main qui tremble, en ayant peur de tout, et on ne peut pas être candidat si on a peur de se déclarer. Est-ce que aussi les arguments employés par certains de vos collègues à La République En Marche sont adéquats pour lutter contre Éric Zemmour? Je pense à M. Borrello qui l'a comparé à un virus, une maladie, la peste brune. Vous adhérez à ces termes? Ce n'est pas des propos que j'emploie et ce n'est pas des propos que j'emploierai. Parce que je considère que les hommes et les femmes, on les combat sur leurs idées. On les combat sur ce qu'ils disent, on les combat sur ce qu'ils écrivent. Il a tenu des propos d'ailleurs sur votre plateau, vous l'avez vous-même repris par rapport à ce qu'il disait, quand il compare Jean-Michel Blanquer à je ne sais pas si on peut encore qualifier ça d'un médecin, mais ce qui a été un médecin nazi, professeur Mengele, c'est celui qui a mené des expérimentations sur des enfants, c'est celui qui les a volontairement amputés, c'est celui qui collectionnait les yeux de ses victimes, c'est celui qui a tué vraisemblablement plus de 300 000 personnes, et notamment des enfants, et on le compare à qui? Au ministre de l'Éducation nationale qui veut lutter contre l'homophobie parce qu'on sait que malheureusement, chez nos adolescents, il y a 3 fois plus de taux de suicide chez les adolescents qui sont homosexuels que chez les autres adolescents. Est-ce que vraiment ces comparaisons-là sont dignes? Et surtout, est-ce qu'on veut que ce soit ça qui rythme la campagne présidentielle? Est-ce qu'elle ne sera faite que du commentaire de l'outrance ou est-ce qu'on va parler du quotidien des Français, tout simplement, de leur pouvoir d'achat, de la fiscalité, de la sécurité, de l'écologie, de ce qui fait notre vie quotidienne? Qui sont leurs préoccupations principales. Un mot de cette circulaire d'éducation nationale que vous avez mentionnée. Évidemment, elle vise à une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. L'idée, c'est qu'il y ait un cadre pour que les professeurs puissent faire face à certaines demandes des élèves qui soit veulent changer de prénom, soit veulent s'habiller différemment et donc puissent être normalement accueillis au sein des établissements. Est-ce que c'est une façon d'encourager ce phénomène transgenre ou pas? Bien sûr que non. La question, elle n'est pas d'encourager. La question, elle est uniquement de se dire qu'aujourd'hui, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir sur le sujet, nous avons des adolescents qui sont dans un mal-être. Nous avons des adolescents qui se suicident et qui, encore une fois, ont un taux de suicide qui est nettement supérieur au taux de suicide des autres adolescents. Donc, est-ce que l'éducation nationale doit rester impuissante? Non. Et quel que soit le ministre de l'Éducation nationale, on a toujours lutté, et heureusement,
contre l'homophobie ou contre la transphobie. Et je crois qu'il faut continuer à le faire. Et ce que dit Jean-Michel Blanquer dans cette circulaire, c'est justement aussi d'alerter les parents. Quels sont les signes? Comment on peut les prendre en charge, y compris médicalement? Comment on peut les accompagner psychologiquement? Comment on peut faire attention aussi parce qu'il y a parfois des choses qui sont irréversibles dans la manière avec laquelle elles sont enclenchées. C'est uniquement ça qui est dit. C'est donner un cadre aussi pour accompagner nos enseignants qui peuvent se sentir démunis face aux questions que se posent tout simplement nos adolescents. Je crois que c'était nécessaire que l'éducation nationale pose ce cadre qui est respectueux des enfants parce qu'elle les protège. Et c'est d'abord le rôle de l'éducation nationale que de protéger nos enfants. Un mot du secret de la confession qui fait beaucoup parler ces derniers temps à la lueur de la commission Sauvé qui évidemment a mis à la lumière ces 300 000 victimes en 70 ans, actes de pédocriminalité dans le clergé. Monseigneur Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques, estime que le secret de la confession est supérieur aux lois de la République. Il va rencontrer Gérald Darmanin la semaine prochaine. On a entendu le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants dans le journal de Romain Desarmes. Le secret de la confession en tant que tel est protégé par la loi française. Est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Le code pénal ne dit pas exactement ça. Oui, on protège le secret de la confession, mais à partir du moment où, dans le cadre de la confession, on entend des révélations qui sont des atteintes à des mineurs de moins de 15 ans, alors on est tout à fait autorisé, et je dirais même encouragé, à pouvoir le révéler. On parle de confession d'enfants qui parfois ne savent pas à qui d'autre en parler, parce que justement, ça s'est produit au sein de l'Église et qu'ils attendent que l'Église puisse les protéger, et qui vont révéler à un prêtre, à une religieuse, qui vont révéler qu'ils ont été victimes d'atteintes, d'agressions sexuelles, de viols. La responsabilité dans ces cas-là, c'est de protéger les enfants. Ce n'est pas de protéger le secret de la confession. Le code pénal autorise à cette révélation et c'est nécessaire. On a eu ce rapport Sauvé. Les évêques ou les prêtres disent c'est justement parce que la confession est secrète que les confessions se font et que les personnes viennent. Et là, se on confier. parle d'enfants. On parle d'enfants. On parle d'enfants qui ont été victimes d'abus sexuels. On parle de centaines de milliers de personnes dans notre pays, plus de 300 000, qui ont été victimes d'actes de pédocriminalité. Oui, mais le rapport Sauvé, il est essentiel et c'est d'ailleurs extrêmement puissant que l'Église catholique ait accepté justement d'ouvrir toutes ces archives, que l'Église catholique ait mandaté quelqu'un d'aussi remarquable que M. Sauvé, qui a permis de mettre en lumière ce qui s'est passé et de faire des recommandations. Mais il ne faut pas que ça reste un rapport. Il faut que les victimes, maintenant, elles soient reconnues dans leur statut de victime, que les dispositions soient prises surtout pour que plus jamais ces crimes ne puissent se produire parce qu'il s'agit de crimes. Et on ne peut pas avoir le rapport Sauvé et le lendemain dire si demain un enfant vient me voir dans le secret de la confession, me dit qu'il est victime d'actes pédophiles, alors je protège la confession plus que l'enfant. Absolument. Et d'ailleurs, M. Sauvé demande à ce que les confesseurs signalent aux autorités judiciaires ou administratives les cas de violences sexuelles infligées aux mineurs. Autre sujet de société, l'avortement. La question de l'allongement du délai légal est à l'agenda de l'Assemblée nationale. Passer de 12 à 14 semaines, ce n'est pas anodin. Pourquoi ce choix? Quelle est l'urgence aujourd'hui à allonger le délai légal de l'avortement? Chaque année, vous avez en France plusieurs milliers de femmes qui se retrouvent à la limite des délais ou hors des délais, pour des raisons très diverses. Parfois, elles sont sous contraception et elles ne s'attendent pas du tout à pouvoir tomber enceinte, et donc il y a une forme de déni de grossesse qui s'installe et c'est révélé très tard. Parfois, elles ont pu être victimes d'abus. Parfois, elles prennent des décisions tardives. Parfois, elles sont aussi entravées, malheureusement, dans leur choix, parce que des sites Internet vont les culpabiliser, parce que malheureusement, et c'est très minoritaire heureusement, certains médecins vont les dissuader. Bref, pour plein de raisons, elles se retrouvent à la limite, et il se passe quoi? Elles vont à l'étranger. Elles vont à l'étranger parce que la moyenne européenne, elle est plus élevée que la nôtre. Nous, on est à 12 semaines et la moyenne européenne, elle est entre 13 et 14 semaines. Et ce qu'on propose juste par cette proposition de loi qu'on va nous réinscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, nous, majorité présidentielle, c'est juste de se dire, nous voulons continuer à protéger les femmes dans ce droit qui est fondamental pour elles, tout simplement dire ce qu'elles veulent faire de leur corps, pour ne pas qu'elles se retrouvent à aller dans des conditions sanitaires dégradées, avec des risques aussi psychologiques probablement pour elles beaucoup plus importants, à aller à l'étranger. C'est uniquement ça que la loi dit. Et d'ailleurs, on a aussi consulté, et c'était très important. Olivier Véran avait demandé une consultation du Comité national consultatif d'éthique qui a rendu un avis très clair où il n'y a eu aucune opposition à ce qu'on puisse passer de 12 à 14 semaines. L'Académie nationale de médecine n'a pas dit la même chose, vous le savez parfaitement. L'Ordre des médecins, le Collège national des gynécologues obstétriciens s'oppose aussi à cette décision. Le professeur Raphaël Nizan estime qu'il s'agit à 14 semaines d'un acte chirurgical beaucoup plus lourd qu'à 12 semaines. Personne ne le nie. Est-ce que vous prenez en compte aussi ce que l'on demande aux médecins ?
Mais déjà, vous savez, on n'obligera jamais un médecin dans notre pays à pratiquer un avortement s'il ne le souhaite pas. Il y a une clause de conscience qui existe. Si un médecin ne souhaite pas pratiquer un IVG, et je peux le comprendre, et je défendrai toujours et le droit des femmes à pouvoir avoir accès dans les meilleures conditions possibles à l'IVG, c'est-à-dire sans qu'on ne les juge, sans qu'on ne les culpabilise, sans qu'on les prenne en pitié, juste qu'on les laisse agir comme elles l'entendent vis-à-vis de leur corps dans le cadre de ce que la loi permet. Mais de la même manière, je défendrai toujours le droit pour les médecins de refuser de pratiquer l'IVG s'ils ne souhaitent pas le pratiquer. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on entrave les femmes dans leur accès à l'IVG pour que parfois elles se retrouvent délibérément hors délai et qu'elles soient condamnées, contraintes à aller à l'étranger. Le professeur Israël Nizan, lui, explique aussi que ça va décourager un certain nombre de médecins gynécologues à pratiquer cet acte très lourd à 14 semaines. Qu'est-ce que vous lui répondez? Encore une fois, vous savez, une femme qui avorte, c'est ce que disait Simone Veil, personne ne fait gaieté de cœur et ne pratique de gaieté de cœur un avortement. Personne n'y a recours de gaieté de cœur et encore moins à 12, à 13 ou à 14 semaines. Donc les femmes qui arrivent dans ces situations-là sont des femmes qui sont bien souvent dans des situations de détresse bien plus terribles que celles qui s'en rendent compte à 2 ou 3 semaines, tout simplement parce que l'acte médical déjà n'est pas le même. Et encore une fois, personne n'obligera le médecin à le pratiquer. Mais est-ce qu'on peut accepter que dans notre pays, on oblige des femmes à aller à l'étranger pour avoir recours à l'IVG ? Alors juste qu'on pourrait être dans la moyenne de ce que font les autres pays européens. C'est ni plus ni moins que ce que nous proposons. Comment vous expliquez que la France ait atteint son plus haut taux de recours à l'IVG en 30 ans? En 2019, pratiquement un IVG pour 3 naissances, alors que les moyens de contraception sont, et le gouvernement y a contribué, à la disposition de chaque jeune fille. C'est un échec. Je pense qu'il faut le reconnaître, c'est-à-dire que personne ne peut se féliciter d'avoir un taux de recours à l'avortement qui reste finalement stable dans notre pays, qui ne décroît pas. Donc ça veut dire qu'il y a un sujet d'éducation à la sexualité qui doit pouvoir se faire de manière à ce que chacun soit au courant tout simplement à la fois des risques, des besoins, de la manière avec laquelle les choses doivent pouvoir se passer, la manière avec laquelle on respecte l'intégrité des corps et l'accès à la contraception. Quand on dit qu'on veut étendre la gratuité de la contraception jusqu'au moins de 25 ans, c'est une mesure aussi de santé publique, c'est une mesure de protection des femmes, tout simplement pour le faciliter. Puis parce que c'est pas la même chose d'avoir accès à la contraception quand vous habitez Paris, vous pouvez passer assez facilement, aller voir un médecin, aller dans une pharmacie sans vous... Enfin, c'est pas si anodin que ça aujourd'hui pour beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes dans notre pays, de 16, 17, 18 ans, d'aller dans une pharmacie, d'aller voir préalablement un médecin pour avoir accès à la contraception. Donc partout où on peut faciliter l'accès à la contraception et la responsabilisation, elle est du côté des jeunes femmes, mais aussi du côté des jeunes hommes. On ne tombe pas enceinte toute seule, ce serait bien de le rappeler aussi. Et ça veut dire aussi que la responsabilité, elle est partagée. Il y a un détail qui ne nous a pas échappé, c'est qu'Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'était pas favorable à l'extension de ce délai légal de l'avortement. Il l'a déclaré au mois de juillet dans le magazine Elle. La majorité va contre le président de la République? La majorité va là où sont ses convictions. Et moi, ma conviction, elle m'a toujours portée à ce qui permet plus de droits d'accès aux femmes, à ce qui pour moi est un droit fondamental, à savoir le droit à disposer de son corps, dans des limites qui sont des limites éthiques que nous posons. On parle de 14 semaines, moyenne européenne. On ne parle pas d'étendre à l'infini, ça n'est pas l'objectif. Ceux qui voudraient faire croire qu'on peut, parce que je l'ai lu parfois sur Internet, qu'on peut avorter jusqu'à la dernière minute, ces gens-là volontairement confondent ce qu'est l'interruption volontaire de grossesse avec ce qui est la pire des détresses probablement pour une femme, qui est l'intervention médicale de grossesse, c'est-à-dire quand la vie de la femme est en danger, que vous n'avez pas d'autre choix, ou que la vie de l'enfant à naître de toute façon est en danger. Et donc, il y a aussi la notion de risque psychosocial qui sont pour très avorter jusqu'au dernier moment. Le risque psychosocial, c'est quoi? C'est de dire qu'on a dans son cabinet médical une femme qui arrive, qui dit qu'elle est prête à se suicider. C'est ça qui se passe. Qui dit qu'elle est prête à se suicider si on n'accepte pas qu'elle ne puisse pas avorter. Dans ces cas-là, qu'est-ce que fait le médecin? Le médecin prend la meilleure décision possible. Pourquoi? Pour la vie de la mère. Est-ce que ça ne risque pas de fracturer encore la société, qui l'est déjà largement sur un certain nombre de sujets? Je ne crois pas. Je crois qu'en fait, on devrait avoir des sujets qui nous rassemblent. Je crois que la protection de nos enfants, comme on en a parlé, sur la lutte contre l'homophobie et le mal-être des adolescents qui conduisent au suicide, ça devrait être une grande cause nationale qui nous rassemble tous, plutôt que d'avoir des comparaisons douteuses. Je crois que l'accès des femmes à ce qui permet de protéger tout simplement leurs droits et leurs droits fondamentaux, ça devrait nous rassembler. Et je crois que la campagne présidentielle, elle devrait plutôt parler justement de ce qui nous rassemble, de ce qui nous protège et de ce qui permet qu'on puisse tout simplement, dans notre société, rappeler quelles sont nos valeurs fondamentales, plutôt qu'en permanence être dans l'outrance ou dans la division. Et je crois peut-être qu'on a réussi à le faire ce matin dans la manière avec laquelle ces thèmes ont été abordés. Est-ce que la majorité présidentielle voit d'un bon œil l'initiative d'Édouard Philippe, qui ce week-end va lancer son propre parti au Havre? Vous le soutenez d'ailleurs?
Moi, je serai au Havre, comme beaucoup de parlementaires, comme d'ailleurs le président de mon groupe, Christophe Castaner, qui y sera. La majorité présidentielle, elle a été dirigée par Édouard Philippe pendant 3 ans. Édouard Philippe a été un grand Premier ministre et Édouard Philippe soutient l'action du président de la République et souhaite sa réélection. Ce qui veut dire que toutes celles et ceux qui seront au Havre samedi, à nos côtés, souhaitent la réélection du président de la République. Qui sera donc candidat. Merci beaucoup. Je l'espère. Aurore Berger d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Merci à Romain vous. Desarmes, pour la suite.